Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis en compagnie d'Alénie. Bonsoir d'Alénie. Bonsoir. Et on reçoit aujourd'hui le ministre, l'ancien ministre Koné Katina, ancien ministre du budget ivoirien, président du conseil stratégique du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Quand même, on parlera de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, marquée ce week-end par la déclaration de candidature de Simone Eivé, l'ancienne première dame et présidente du MGC, le mouvement des générations capables. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle candidature à gauche de l'échiquier politique ivoirien? Comme toutes les autres candidatures, elle est présidente d'un parti politique, c'est son droit le plus absolu. Quand on crée un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir, c'est la conquête du pouvoir. Donc il n'y a pas de commentaire particulier, nous l'avons accueilli comme toutes les autres candidatures. Bon, au moins les choses sont claires, ça clarifie quand même les choses. C'est une candidature parmi tant d'autres encore à gauche. Est-ce que vous ne craignez pas une dispersion des voix en vue de la conquête du pouvoir? Non, pas du tout. De toute façon, comme à droite, il y en aura aussi beaucoup. Hein. Il y en aura aussi beaucoup. Et donc, non, la question n'est pas là, non. Dispersion des voix, non. Je crois que nous faisons confiance au PPACI. Nous pensons avoir les meilleurs candidats. Nous pensons avoir les ressources nécessaires. Nous avons l'expérience. Et donc, ça ne nous effraie pas. Au contraire, ça fait partie de la dynamique de la, je dirais, de la démocratie pour laquelle le président Laurent Gbagbo a donné temps. Dans un entretien à France 24, elle affirmait que si elle arrivait éventuellement en tête, elle souhaiterait que le président Gbagbo se désiste. Est-ce que le PPACI serait prêt à entamer cette démarche? Bon, ça, c'est des hypothèses. Nous sommes très loin de ces hypothèses-là. Nous croyons plutôt que c'est le président Laurent Gbagbo qui arrivera en tête. Nous croyons que dans des élections normales, bien organisées, transparentes, le président Laurent Gbagbo gagne au premier tour. Nous avons cette certitude. Donc, l'hypothèse de chercher à se désister, pour nous, n'est pas encore à l'ordre du jour à notre pied. Pour vous, c'est quoi? C'est de la provocation, son message qu'elle a envoyé? Non, c'est de la politique qu'elle fait, c'est normal. Il n'y a pas d'animosité particulière, elle fait la politique. Donc on lui répond politiquement. Je veux dire qu'il n'y a pas de... nous ne voyons pas cette hypothèse. Et comme nous ne la croyons pas, donc nous n'avons même pas envisagé même la possibilité d'y réfléchir. Mais parce que nous pensons que celui qui présente les meilleurs profils, c'est notre candidat, le président Laurent Gbagbo, et dans des conditions normales. Il gagne les élections au premier tour. Donc ce n'est pas de la provocation, elle fait la politique et elle est dans son rôle. En tout cas, cette politique-là, d'avoir annoncé cette candidature, on voit que le rôle de la femme est beaucoup plus mis en avant dans la scène politique. Et vous, dans votre parti, le PPACI, qu'en est-il de la place de la femme? Ah oui, ça c'est une... que ce soit dans notre ancien mouvement, de toute façon, elle vient de notre ancien mouvement, donc nous avions déjà suffisamment préparé les femmes pour qu'elles puissent prétendre à briguer un poste présidentiel. Ce que nous avons déjà préparé, l'esprit est clair chez nous. La promotion de la femme, c'est un sujet extrêmement important pour le président Laurent Gbagbo, pour notre parti. Nous en faisons, je dirais, une priorité du premier ordre à notre niveau. Et donc, en voyant sa candidature, ça correspond plus ou moins à ce que nous avons toujours aspiré, que la femme a aussi sa place en politique, et c'est très important. Sur nos antennes, l'ex-premier ministre Afin N'Guessan affirmait que des rapprochements étaient en cours avec votre famille politique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'une rencontre aura lieu très prochainement entre Pascal Afin N'Guessan et le président Laurent Gbagbo? Alors, le président Laurent Gbagbo a lancé un appel à Benoît. Et l'appel suit son cours. Il a confié au président exécutif de notre parti, le professeur Sébastien Dano-Didier, le soin de conduire. Et quand je n'ai pas reçu mandat, je n'aime pas parler de ces choses-là, puisque je n'ai pas reçu mandat sur cette question. Et ça fait quand même, bon, moi je suis hors du pays, je ne connais pas du tout où ça avance, mais ce que je sais avant de venir, ça avançait très bien. Et donc, je crois que la meilleure personne, la mieux indiquée, c'est le professeur Dano-Sébastien, à qui le président a confié ce travail-là, et il le rencontre régulièrement, et je pense que les choses avancent bien. Et dans cette démarche, est-ce qu'une rencontre envisagée avec le président du COJEP, Charles Goudé, également? Oui, tout ça, ça fait partie de la même réponse que je vous donne. C'est-à-dire que la personne, le président a fait un appel à Benoît pour tous les partis politiques, à l'effet de nous organiser pour obtenir les conditions d'élection justes et transparentes. Parce que
si vous êtes candidat et que les élections sont plombées et que les conditions ne sont pas réunies, à quoi ça sert? Donc la question fondamentale de l'appel, c'est de nous unir pour qu'on obtienne au moins un minimum de garantie, les conditions de l'élection justes et transparentes. Et donc, évidemment, cet appel est lancé à l'endroit de tout le monde. Et tous ceux qui répondront seront la bienvenue. Et je dis, c'est le professeur Sébastien qui gère ça. Je crois qu'il a suffisamment d'informations. Au moment opportun, comme on le fait très souvent, tout le monde sera informé de l'évolution des choses. Mais sur quoi pourrait déboucher ces rencontres-là? Une alliance électorale? Pour le moment, l'appel de Benoît, comme je viens de dire, est un appel au regroupement pour lutter à l'effet d'obtenir des élections justes et transparentes. Parce qu'il faut créer les conditions. Et je l'ai dit, tout à l'heure, on m'avait dit que l'ex-première dame est candidate. Mais à quoi c'est une candidature si nous, les conditions s'organisent, les conditions d'élection restent telles qu'elles sont? Et donc, l'appel de Benoît vise, et je le répète, en tout cas pour le moment, peut-être qu'il y aura des alliances par la suite, mais le premier objectif de l'appel de Benoît, en tout cas le sens que le président donnait à l'appel de Benoît pour le moment, c'était qu'on s'unisse et que nous puissions aller pour donc discuter avec le gouvernement, le pouvoir en unité et pour qu'on organise des élections dans des conditions normales. La question de la CEI, la liste électorale, tous ces éléments, il fallait que nous fasse bloc et l'opposition pour demander des révisions profondes de ces questions-là. Donc, pour le moment, c'est ça l'appel, c'est le fond, le noyau de l'appel. Mais évidemment, c'est un processus politique. Ça pourrait peut-être déboucher sur autre chose, mais je ne peux pas prédire. Je m'en tiens à ce qui a été dit. Il n'y a pas de coalition en vue pour le moment. Ce n'est pas envisagé. Pour le moment, je répète que notre point fondamental, c'est de créer les conditions d'élection. Très bien. Maintenant, dans le processus, on verra comment ça va évoluer. Mais je ne prédis rien. Mais pour le moment, je préfère parler de ce que je sais et de ce qui est réel, de ce qui est présent. Vous avez évoqué tout à l'heure votre ancienne famille politique, le FPI, aujourd'hui qui vit une crise interne. Quel regard portez-vous sur la situation au sein du Front populaire ivoirien? Alors, c'est un parti très bon, je n'ai pas envie de me mêler, mais il y a une seule chose que je vais dire. La crise au sein de notre parti a été produite par des personnes. Et je me rends compte que les personnes qui ont poussé dans le dos l'ex-président, le président de notre ancien parti, Afin Guesson, sont les mêmes personnes aujourd'hui qui le combattent. Parfois, en politique, il faut savoir lire très tôt les signes. Quand vous lisez très tôt les signes, ça vous évite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous regardez toute cette fronde qui se dresse, ben c'est la même fronde-là qui avait poussé Afi, qui le soutenait, qui le poussait à l'affrontement direct contre le président Laurent Gbagbo. Il fallait absolument finir avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il en paye le prix lui-même. Et c'est dommage qu'il en paye le prix lui-même. C'est dommage que c'est quelqu'un d'assez intelligent, je dirais même bien intelligent. Il aurait dû percevoir très tôt que ceux qui le poussaient dans le dos n'étaient pas en train de lui faire, ne préparaient pas quelque chose de bien pour lui. La conséquence, aujourd'hui, nous la vivons. C'est les mêmes personnes, aujourd'hui en tout cas, qui sont en train de le pousser. Maintenant, c'est une affaire interne au FPI, je n'y suis plus, donc bon, j'observe. Très bien. Le président Laurent Gbagbo est l'un des premiers à faire acte de candidature au sein de l'arène politique ivoirienne. Sa participation est certaine en raison de sa condamnation pour l'affaire dite du casse de la BCEAO. D'abord, moi j'aimerais savoir, vous qui le côtoyez régulièrement, dans quel état d'esprit se trouve-t-il actuellement au regard de cette situation? Mais le président l'a déjà dit. Dès qu'il est rentré sa première interview, il a dit cette histoire du cas de la BCEAO, c'est une aux tentatives d'éliminer Laurent Gbagbo. Comme j'ai toujours dit de façon régulière, depuis 2000 qu'il a pris le pouvoir, le président Laurent Gbagbo est la cible. Et il y a une arme qui est pointée sur lui, une arme qui vise à le détruire. Et l'arme est toujours là, mais c'est les munitions qui changent. Toutes les épreuves, ce sont des munitions qui changent. C'est parce que nous avons résisté, il a résisté à toutes ces munitions, le bombardement de sa résidence, des élections qu'il a gagnées, qu'on a dit qu'il n'a pas gagnées, le bombardement de sa résidence, son emprisonnement, son humiliation vraiment grossière, et sa déportation à la CPI, et tout ce qui suit
participe, donc pour moi, ce sont des munitions. On utilise des munitions, et cette histoire des cartes de la BCAO qui est venue comme un cheveu sur la soupe, ou du moins qui est calculé, parce qu'au moment où on rendait ce verdict assez ridicule, hein, moi je l'ai dit ouvertement, ridicule, le président Laurent Gbagbo, ceux qui rendaient ce verdict savaient déjà qu'il était acquitté, qu'il serait acquitté à la CPI. Donc c'est une tentative d'élimination. Et à partir du moment où nous sommes dans un processus où quelqu'un veut forcément éliminer notre candidat, notre leader, depuis 2000, nous faisons bloc et nous nous défendrons. Parce que pour nous, sur cette question-là, je l'ai dit, elle est non négociable et ce n'est pas une condamnation, je répète, ridicule, qui n'a aucun fondement, qui va nous arrêter sur la question. Et le président l'a déjà dit. Aujourd'hui, 4 novembre, à l'heure où nous faisons cette émission, vous nous affirmez que le président Laurent Gbagbo sera candidat coûte que coûte, quel que soit le scénario envisagé. Il n'y a pas de plan B. Non, c'est notre candidat. Nous l'avons choisi. C'est nous qui sommes allés demander au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Et donc, nous nous donnons les moyens pour qu'il soit notre candidat et qu'il gagne les élections. Et à partir du moment où c'est nous qui avons fait le choix, il n'y a pas de plan B possible. En tout cas, s'il y a un plan B, il s'appelle Laurent Gbagbo. S'il y a un plan C, il s'appelle Laurent Gbagbo. S'il y a un plan Z, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et une délégation du PPACI s'est rendue au siège de la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a quelques semaines. Ce qu'ont apporté les discussions, est-ce que vous êtes sorti satisfait de vos échanges avec le président de la CEI? Oui, nous sommes allés parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur le processus électoral, le processus d'enrôlement, le délai était court, toutes les irrégularités, tous les goulots d'étranglement, tout ce qui semblait être fait pour que ce processus ne connaisse pas un succès. Donc nous sommes allés discuter avec la CEI sur la question. Ils ont donné quelques garanties comme toujours, mais les résultats ne sont pas à l'ordre du jour. Et vous vous êtes rendu compte que la semaine qui a suivi, le président exécutif du parti a fait une conférence où il a dit que nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là n'est pas du tout... C'est pas une CEI qui est capable... C'est quoi la bonne CEI pour vous, monsieur le ministre? Alors, il faut que parfois, quand nous posons la question, les gens nous disent « Ah, mais c'est vous qui avez souhaité en son temps une commission électorale, et ainsi de suite. » Oui. Vous savez, la démocratie, c'est un processus. C'est un processus, on peut essayer des instruments en espérant pouvoir obtenir des résultats satisfaisants. Et puis, au bout du compte, les instruments que nous avons prévus se révéler inefficaces. Oui, nous sommes battus en son temps parce que le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire était trop militant pour organiser les élections. C'était trop militant. Nous avons dit qu'il faut créer un organe indépendant. Il fallait créer un organe indépendant. Et nous avons créé cet organe. D'abord, sous la transition militaire, c'était une commission nationale électorale qui avait été dirigée par Honoré Guier. Et que même quand les militaires ont voulu forcer pour s'opposer à la victoire éclatante du président Laurent Gbagbo, il n'a pas cédé. Il a été malmené, il n'a pas cédé. On s'est dit, OK. Donc, effectivement, une commission... elle se montrer neutre et affronter même l'adversité. Et puis, Honoré, quand nous avons pris le pouvoir, Honoré Guier a été remplacé par un magistrat de grande qualité, Camille Oguier, qui était le président de cette CEI. Camille Oguier, de toute sa carrière, vous ne trouverez aucun magistrat qui aurait quelque chose à dire sur sa moralité. Et nous l'avons prouvé. Nous étions au pouvoir, nous avons organisé les élections régionales, nous les avons perdues. Nous avons fait marcher, on a pratiquement égalité avec le PDCI au niveau des régions, et le RD en son temps a gagné les municipales. Le ciel n'est pas tombé sur là-dessus. On a proclamé les résultats tranquilles, nets. Le ciel, ce n'est pas parce que on était au pouvoir que le président Laurent Gbagbo a exigé forcément d'être gagné. Parce qu'il faut que vous compreniez notre combat, le combat du président Laurent Gbagbo. C'est la question de la démocratie. Ça peut parfois même lui revenir comme une sorte d'effet de boomerang, ça peut lui poser des soucis, comme en 2003, quand on a perdu ces élections-là. Mais c'est le prix à payer pour qu'on arrive aux élections. Et puis, il y a eu la crise, la rébellion. La CEI a été truffée d'acteurs très, très militants. Ça nous envoie à la guerre. Ça nous envoie à la guerre. Les élections organisées dans des conditions difficiles, des résultats proclamés hors délai, dans le QG d'un candidat, sous la protection de l'armée française, tout ça, ça nous a envoyé des problèmes. Mais il faut tirer les leçons. 2020, il y a eu des élections.
Il y a eu également des morts. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir pour dire on ne va pas continuer avec ça. L'erreur qu'on a commise, on a pensé que mettre ensemble des opposants, des opinions diverses, ça crée la neutralité. Non. Finalement, on s'est rendu compte que les débats politiques se sont transférés au niveau de la CEI. Il y a même des partis politiques en Côte d'Ivoire qui ont été créés uniquement pour siéger à la CEI. Leur objectif, c'est de siéger à la CEI, parce qu'il y a quelques avantages qui sont liés à ça. Non, il faut qu'on en finisse. Et le PPACI a des propositions concrètes. Au moment opportun, on leur dira si l'opportunité nous est donnée. Très bien rapidement, le processus de la révision électorale entamé le 19 octobre dernier s'est achevé le dimanche 17 novembre. Est-ce que vous regrettez que l'opération n'ait pas été prolongée une seconde fois? Ben oui, ben là nous l'avons déjà dit. On a même demandé que l'opération soit prolongée au moins sur 3 ans, et sur 3 mois. Et nous avons les raisons. Selon la loi électorale, la liste électorale doit être révisée. C'est impératif chaque année. C'est impératif. Ce n'est pas au bon vouloir du président de la CEI ou de la CEI. C'est impératif. Mais la CEI décide elle-même, avec le gouvernement, de ne faire que la révision chaque 2 ans. Non seulement vous violez la loi, mais à la limite, on peut vous encore concéder que vous violez la loi, mais si vous l'accompagnez avec des mesures qui puissent permettre à tout le monde d'aller, puisque vous les faites sur 2 ans, au lieu de les faire sur une année, ça suppose au moins que vous donnez le maximum de temps aux personnes d'aller s'enrôler. Non, on fait un enrôlement sur 2 semaines, 3 semaines, et on dit c'est fini. Ça ne passe pas. Les 2-3 semaines, on peut les comprendre si c'est sur chaque année. Mais vous faites sur 2 ans, c'est qui est illégal. Mais prenez des mesures pour accompagner. Autrement, on a l'impression que manifestement, il y a une volonté de la CEI de ne pas enrôler les Ivoiriens, de ne pas favoriser donc l'enrôlement, et nous sommes opposés à ça. Avant de parler d'actualité internationale avec Dalini, rapidement sur la Côte d'Ivoire, pensez-vous que le président Ouattara sera candidat en 2025? C'est son problème à lui, mais il n'a pas le droit, mais c'est son problème à lui. Et nous les disons que déjà en 2023, sa troisième candidature avait causé au moins 85 morts. Je pense quand même qu'il a peut-être réfléchi par plusieurs fois, dit écoute, peut-être qu'il est temps que je quitte la scène politique avec moins de morts. En ce qui concerne quand nous organisons les élections. Donc je pense que... Mais si ce président, vous serez prêt à l'affronter? Ah oui, mais absolument, nous sommes prêts à affronter tout le monde. Pas de boycott en vue? Ah non. Notre candidat s'appelle le président Laurent Gbagbo. Nous avons déjà un candidat. Nous avons un parti politique. Nous sommes en train d'organiser notre structure comment on appelle, électorale, de campagne. Donc, sur ces questions-là, il n'y a pas de débat. Nous avons un candidat. Donc, si nous allons aux élections. Dalini. Alors, quelle est votre posture? On l'a vu il y a quelques jours, le Tchad, le Sénégal a demandé le retrait donc, des troupes françaises sur leur sol. Quelle est votre position? Alors, notre position est claire. Pour nous, ces positions de ces 2 pays qui viennent s'ajouter aux 3 autres que nous connaissions déjà, ceux qui sont dans l'AES, traduit ce que nous avions vu il y a très longtemps. Vous savez, peut-être que les autorités françaises ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais l'opinion ivoirienne africaine a été choquée par ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire. La violence avec laquelle les autorités françaises ont intervenu, Sarkozy, il faut dire les noms par quelque chose, en utilisant l'appareil de l'État pour régler des problèmes personnels, des amitiés, ça a été un choc pour toute l'Afrique. Quand on y ajoute les décès, la tuerie, la mort tragique de Muammar Kadhafi, à la même année, la conscience a commencé à naître. Ce que nous avions déjà dit, dès le début, nous avons déjà dit que les bases militaires françaises en Afrique, ça nous rappelle une période coloniale. Il faut en finir avec. Parce que nous sommes fondamentalement attachés à nos souverainetés. Et donc pour nous pensons que c'est une bonne position. Nous sommes d'accord avec cette position parce que nous aussi, dans notre vision, il est clairement établi que la question de la présence de la base française à Abidjan mérite, pour nous, elle est anachronique et il faut absolument que nous ayons le courage de le dire
Et nous sommes heureux qu'on le dise parce que nous sommes souverains et la souveraineté ne peut pas s'accompagner avec cette façon d'avoir une base militaire dans notre pays. Et justement, vous allez parler de l'AES. Est-ce que vous pensez que cette AES-là pourrait devenir une nouvelle forme de coopération militarisée mais dépendante des puissances extérieures, notamment comme la Chine ou la Russie? Non, il ne faut pas voir la question de l'AES sous l'angle purement militaire. C'est vrai que c'est des militaires qui sont au pouvoir, mais il ne faut pas le voir sous l'angle purement militaire. L'AES, il faut analyser la situation à 2 niveaux. Premier niveau, ce qui se passe dans ces pays, c'est l'échec de nos démocraties. Tout simplement. Et je le dis, je le répète pour les autres pays, ce n'est pas une fatalité. Si les conditions démocratiques, nous jouons avec les conditions démocratiques, on refuse d'appliquer les conditions démocratiques, nous nous exposons tous autant que nous sommes à ce qui se passe là-bas. C'est d'abord l'échec de nos démocraties. Donc, c'est vrai, je vois que beaucoup leur jettent l'anathème, les pierres dans les jardins, mais il faut que nous fassions notre autocritique. C'est quoi? Pourquoi les populations applaudissent aujourd'hui des coups d'État dans nos pays, alors que en 90, ces mêmes populations se sont levées pour dire « nous voulons la démocratie ». C'est passé pendant ces 20 ans, ces 30 ans, nous avons louvoyé avec les règles démocratiques. Nous avons menti, nous avons joué avec les règles démocratiques. La conséquence dans une telle situation, c'est que le peuple ayant perdu l'espérance en la démocratie, toutes les opportunités, le peuple saisit. Même quand ça peut ne pas être juste, mais le peuple saisit. Donc ça, c'est le premier échec. Deuxième échec, c'est l'échec de l'intégration régionale. La CEDEAO a échoué. Il faut que nous soyons courageux pour le dire. Un objectif bien précis, un instrument qui est indispensable, on est d'accord, mais totalement dévoyé de ses missions. Et donc c'est l'échec de l'intégration de la CEDEAO qui a donné naissance à l'AES. Et donc l'AES propose une autre forme d'intégration. C'est à celle-là qu'il faut réfléchir. Et c'est pourquoi, dès qu'ils ont créé l'AES, notre parti, le président Laurent Gbagbo, a fait une déclaration pour dire qu'aujourd'hui, là, il faut que nous tirons les leçons de ce départ-là et que nous redéfinissions les termes d'une autre intégration. Donc elle n'est pas seulement une intégration militaire, il pose un problème sérieux qui est de revoir totalement les fondements de notre intégration. Mais est-ce que cette nouvelle intégration passe par une rupture franche des relations avec la France? Non. Alors, la France, le problème, ce n'est pas une rupture franche. La question du PPACI, elle est la suivante, notre position. La France est restée trop présente en Afrique. Et je vous dis, 2011 a été une année de choc pour les Africains. Or, je suis resté porte-parole du président Laurent Gbagbo pratiquement 10 ans, toutes mes 10 années d'exil. J'ai rencontré pas mal de personnalités politiques, des chefs d'État en exercice, comme des anciens chefs d'État, des diplomates. Ils ont été choqués. Ils ne le disaient pas, ils étaient choqués. Je me rappelle d'ailleurs, pour faire cette anecdote, j'ai rencontré un chef d'État qui me disait « Oh, en mai 2012, j'ai bu le champagne, non pas pour célébrer la victoire de Hollande, mais au moins pour célébrer la défaite de Sarkozy. » Ils avaient été tous choqués par cette façon de faire. Et donc, il y a que la France n'a pas tiré les leçons de cette situation. Et au moment où elle se militarisait sa position, des pays comme l'Allemagne avaient déjà les balances de paiement, les balances commerciales qui étaient excédentaires en Côte d'Ivoire. Premier partenaire en Côte d'Ivoire. Au moment où la France jouait les gros bras. Il faut finir avec ça. Il faut finir. La France doit redéfinir. Ce n'est pas un problème anti-français ou autre, c'est que c'est une politique qui a dû trop durer, qui a donné ce sentiment d'infantilisation des peuples. La conséquence, c'est que la France paye aujourd'hui ce prix-là. Mais nous, notre option est la suivante. Il faut absolument d'abord que nous nous constituions en force interne en Afrique. Parce que ça ne sert à rien, ça nous le disons, de quitter un joug pour aller se mettre sous un autre joug. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas notre vision des choses. La vision des choses qu'il faut l'Afrique, et c'est ça le sens de notre le PPACI, le Parti des peuples africains, panafricanisme, souveraineté, socialisme. Mettons-nous ensemble. À partir du moment où nous sommes forts ensemble, et que nous puissions organiser, nous puissions comme une unité politique, une unité économique,
à partir de ce moment-là, devant n'importe qui, y compris la France, on va nous écouter. Mais si nous continuons de partir en singleton comme le fait chaque matin, on nous a vu réunion sommet sino-africain, on quitte là-bas, on ne descend même pas en Afrique, sino-Europe, africain, et on s'en va là-bas. C'est quoi? Vous ne pouvez pas être ami à des adversaires. Soit vous mentez, parce qu'ici où on est trois et que moi je suis ami, vous êtes adversaire, je suis ami à vous deux, il y a un problème. C'est que je me mens à moi-même ou je ne sais pas réellement ce que je veux. Et voilà un peu ce qui est notre position. Il faut que les autorités françaises tirent toutes les leçons. Elles ont encore la possibilité. Elles ont encore la possibilité de tirer toutes les leçons. Mais nous attendons toujours. Au moins que les autorités françaises disent ce que nous avons fait au président Laurent Gbagbo n'est pas acceptable. Et le président Laurent Gbagbo a rencontré l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on a un début de réchauffement des relations entre les deux parties. Nous espérons bien. Merci, monsieur le ministre, docteur Kodé Kassina. Vous êtes docteur il n'y a pas longtemps, félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau, merci Dalélie. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation et merci à mon ami Pascal Logbo qui a permis cette interview. Portez-vous bien et à demain. Merci beaucoup.